Madame, Monsieur, bonsoir. Politique monétaire en temps d'inflation et économie circulaire au menu de questions d'actu ce soir. En première partie de votre émission, toutes les questions relatives au marché de change et à la politique monétaire entre volatilité du dollar et poussée inflationniste mondiale. Quels sont les choix idoines pour le Maroc et quelle convertibilité ordonnée du dirham? Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet d'un ouvrage dont l'auteur, un expert de politique de change, sera des nôtres ce soir. Ensuite, nous enchaînerons sur les enjeux de l'économie circulaire sur la base des conclusions d'un avis du Conseil économique, social et environnemental intitulé « Intégration des principes de l'économie circulaire au traitement des déchets ménagers et des eaux usées ». Réviser les contrats de gestion actuels conclus entre les collectivités et les sociétés privées. Inscrire la réutilisation des eaux usées parmi les missions des futures sociétés régionales multiservices, SRM, ou encore la mise en œuvre du principe pollueur-payeur. Comment réaliser ces objectifs ambitieux? La réponse en seconde partie. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste et spécialiste des politiques de change sur le plateau de questions d'actu. Bonsoir Omar Bakou, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. On ne peut pas parler de taux de change, on ne peut pas parler de politique de change si on ne parle pas d'abord du contexte international et cette volatilité accrue de la monnaie américaine, du dollar. Certes, il y a eu un rebond de l'euro ces derniers jours, mais quand même une hausse spectaculaire de la monnaie américaine. Pourquoi d'abord et quel impact sur le marché de change international? Ce n'est pas la première fois que le dollar enregistre cette volatilité par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport à l'euro. Il faut rappeler que depuis la mise en place de la monnaie européenne, donc il y a eu une fluctuation ou une évolution assez spectaculaire, puisque l'euro ou le taux de change de l'euro contre le dollar était de 0,80, c'est-à-dire, puis il est passé à 1,60 en 2007-2008. Donc c'est une évolution assez importante et assez spectaculaire. Maintenant, pour les raisons, il y a plusieurs causes, si vous voulez qu'on les étale, on peut les passer en revue. Parce qu'il y a un arbitrage, si vous voulez que je simplifie, on peut dire qu'en temps de crise, le critère prépondérant pour l'évolution du taux de change, c'est le critère de valeur refuge. C'est-à-dire, comme disait Keynes, quand on vend tout, la valeur refuge, c'est quand on vend tout et qu'on veut acheter quelque chose. Et c'est ça la valeur refuge. Et notamment, le dollar est aujourd'hui la meilleure valeur refuge. En tout cas, c'est une valeur refuge qui est nettement mieux que l'euro. Très bien. Est-ce que c'est parti pour durer? Est-ce que cette volatilité risque de durer sur les marchés de change selon vous? Avec toutes les incertitudes géopolitiques, en l'occurrence, qui sont aujourd'hui d'actualité. À court terme, je pense certainement le dollar va continuer sur cette tendance d'appréciation par rapport à l'euro. Parce qu'à court terme, c'est le facteur monétaire qui joue, notamment le taux directeur de la Banque centrale. Et puisqu'il y a eu une décision de recourir à des élévations, c'est-à-dire à des augmentations successives du taux d'intérêt, du taux directeur de la Banque centrale, donc certainement, il y aura une tendance à l'appréciation qui va continuer du dollar par rapport à l'euro et aux autres monnaies. On peut s'attendre à ce qu'un dollar s'échange à 1 euro, c'est-à-dire le mot m'échappe, mais la parité, voilà. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être... Je ne peux pas vous donner c'est-à-dire une appréciation chiffrée, mais je pense qu'aujourd'hui, que le dollar va continuer à s'apprécier, notamment pour cette raison que je viens de signaler, c'est-à-dire de la politique monétaire américaine, également des cours du pétrole, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un facteur extrêmement important. Lorsqu'il y a une augmentation des prix du pétrole, c'est des dollars qui émigrent vers le marché américain, puisque les avoirs de réserve des banques centrales des pays producteurs du pétrole sont, sont en dollars. Donc cela est un facteur qui joue en faveur de l'appréciation du dollar par rapport aux autres monnaies. Et le cours du brut n'est pas prêt pour repartir à la baisse tout de suite. Quel impact sur le dirham? Comment se porte notre monnaie nationale face à ces fluctuations? Bien sûr, notre monnaie s'est dépréciée par rapport au dollar depuis le début de cette année, mais il ne s'est pas déprécié juste par rapport au dollar, mais par rapport également à l'euro. Et ça, il y a à la fois l'effet panier,
l'effet panier, puisque lorsque le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, donc le dirham se déprécie par rapport au dollar et s'apprécie par rapport à l'euro. Mais il y a l'effet marché. L'effet marché, il dépend des recettes en devises et des dépenses en devises. Et dans cette configuration, dans ce contexte-là, puisque notre marché de change privé, notre balance des paiements dépend essentiellement des cours énergétiques, donc puisqu'il y a cette envolée des prix du pétrole, il y a un déséquilibre léger sur le marché de change qui a impacté le marché de change, le taux de change d'une manière globale. Oui, je vous laisse peut-être finir. Le taux de change moyen effectif. Effectif. Oui, effectif. Quand on entend Banque El Maghreb qui annonce des réserves en devises en hausse de 8% en glissement annuel, quelque chose comme 328 milliards de dirhams, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose? Globalement, c'est une bonne chose, c'est-à-dire dans un contexte de crise, les avoirs de réserve, donc c'est un bon signe d'équilibre extérieur, mais il faut analyser ce qu'il y a dans les avoirs de réserve, c'est-à-dire les causes ou les raisons. Parfois, les avoirs de réserve augmentent suite à l'endettement extérieur, parfois. Mais quand cette évolution des avoirs de réserve reflète une bonne tenue de la balance commerciale ou du compte courant, donc ça doit être une bonne chose. Mais de toute façon, c'est une bonne chose pour le pays qui envoie un signe positif quant à la soutenabilité des équilibres extérieurs, etc. Donc voilà globalement. Sur le marché interne, il y a aussi cette position de change des banques qui se creuse. Que signifie cela? Est-ce dangereux pour la santé des institutions bancaires? Ce n'est pas du tout dangereux parce que il faut rappeler que les banques ne prenaient pas de position de change presque avant la mise en place de cette réforme du régime de change. Puis, quand on est passé à la deuxième phase, les banques ont commencé à prendre des positions longues, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à acheter des devises. Des devises, oui. Donc, ils les ont achetées, mais malheureusement, ces devises se sont dépréciées par rapport au dirham. C'est-à-dire que le dirham s'est apprécié par rapport au dollar. Ajoutez à cela le fait de ce qu'on appelle les frais de portage, c'est-à-dire que ces devises, ils les plaçaient à taux d'intérêt négatif sur le marché américain. Donc, ils ont accusé des pertes à cause de cette stratégie. Maintenant, ils ont changé de stratégie en liquidant leur position. Et maintenant, la position est un peu négative, mais ça se limite à 400 millions de dirhams, quelque chose comme ça. Donc, c'est très léger. Et en tout cas, c'est nettement inférieur au potentiel, c'est-à-dire ce que peuvent prendre les banques en tant que position qui se situe à peu près 4 milliards de dirhams. Très bien. Quand on parle aujourd'hui de cette inflation, est-ce qu'il y a une politique de change pour un pays comme le Maroc, pour une monnaie comme le dirham, qui peut être prise en temps de crise et pour juguler ces impacts de l'inflation sur l'économie, sur les piliers macroéconomiques en l'occurrence? Il faut dire que le Maroc, sa politique de taux de change est structurée, calibrée pour notamment combattre l'inflation, pour la juguler, ou pour isoler les impacts extérieurs contre le taux d'inflation. Parce que le taux de change fixe qu'on adopte depuis l'indépendance, qui est finalement une politique de taux de change rigide, notamment, elle prend en considération le facteur inflationniste, puisque justement nos importations représentent environ 35 à 40% du PIB, et donc elle impacte fortement la structure des prix, et notamment c'est le facteur le plus important qui est pris en considération pour adopter cette politique de taux de change rigide. Donc ce n'est pas nouveau. Donc notre politique de taux de change est calibrée et prend en considération, on met en premier ordre le facteur inflationniste et donc la lutte contre l'inflation et la stabilisation des prix. Et cette politique de contrôle des changes, elle n'a pas que des avantages. Et cette rigidité, est-ce que vous pensez que ça a aussi des inconvénients? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus flexible? On parlera de la flexibilité du dirham, un peu plus flexible pour peut-être même juguler davantage. Parce que quand même, on atteint un taux d'inflation qui est important de 4,7%. Ce n'est pas propre au Maroc. Il y a beaucoup de cette inflation qui est importée. Mais est-ce qu'il faut continuer cette politique de contrôle des changes, selon vous, Madame Akou? Donc, vous parlez de politique de contrôle des changes et non pas de politique du taux de change. Oui. Non. Politique de contrôle des changes, comme je l'ai un peu démontré dans mon ouvrage, on est dans une situation un peu spéciale. C'est ça. On est dans une situation spéciale puisque, comme je l'ai montré, j'ai essayé de le vulgariser, nous sommes finalement dans une libéralisation presque totale. Maintenant, ce que je préconise,
c'est juste une consolidation de tout ça, une organisation de tout ça à travers une loi de la convertibilité, qui n'aura que des avantages pour le Maroc. C'est-à-dire une loi sur la convertibilité. Rapprochez-nous davantage là-dessus. Et ces prérequis juridiques, n'est-ce pas, parce que vous, dans votre ouvrage, vous avez parlé d'un concept, j'ai envie de dire, novateur, cette convertibilité ordonnée du dirham. Convertibilité ordonnée du dirham, c'est une loi sur la convertibilité qui va inscrire sur le marbre le fait que le dirham est convertible. Qu'il n'y ait plus cette incertitude. Et ça doit se traduire par le lever de quelques micro-restrictions, notamment au voyage, des choses qui sont insignifiantes sur le plan macroéconomique. Mais elle va donner lieu, parallèlement à ce principe de liberté qui va renforcer la valeur du dirham en renforçant la confiance sur sa valeur, elle va donner lieu à un réaménagement de la politique de la balance des paiements. J'explique mieux le concept, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une dualité réglementaire. Vous avez le contrôle d'échange qui contrôle toutes les opérations de la balance des paiements, mais parallèlement, vous avez des réglementations spécifiques. Par exemple, vous avez la loi sur le commerce extérieur, la politique prudentielle de banque. Qui pénalise beaucoup les start-up, par exemple. Par exemple. Et donc, vous avez cette dualité réglementaire. Donc, l'objectif, c'est supprimer cette dualité réglementaire et inscrire sur le marbre ce principe de liberté et bien sûr libérer plus ou moins les opérations et donner plus de visibilité, plus de certitude aux acteurs économiques. Donc c'est un simple ajustement. Des acteurs économiques locaux ou internationaux? Locaux et internationaux. Comment? Parce que je vais vous donner une petite statistique. Par exemple, si vous prenez nos exportations, ils sont constitués à raison de 40 à 50% d'investisseurs étrangers. Mis à part si vous évacuez le cas, par exemple, de l'OCP, etc. Oui. Donc, ces investisseurs, ils ont besoin d'un cadre sécurisé. Par exemple, lorsqu'ils ont des investissements étrangers, il ne faut pas qu'il y ait des entraves par-ci, par-là qui font qu'ils n'ont pas assez de visibilité par rapport aux exportations. Il ne faut pas qu'ils soient soumis à des contraintes réglementaires, etc. Donc, tout cela, en le libérant, ça va donner une bonne image pour les opérateurs économiques et ça va faire en sorte que ça va améliorer le climat des affaires et donc agir positivement sur l'économie nationale, etc. Et qu'est-ce qu'une convertibilité qui serait désordonnée? Désordonnée, c'est le cas aujourd'hui. Je vous donne 3 exemples, Claire. Vous êtes une personne physique comme moi, donc on a le droit de puiser sur nos avoirs de réserve pour acheter un bien de luxe, un yacht de 7 milliards de dollars. Alors qu'on n'a pas le droit d'acheter un voyage qui est supérieur à 100 milliards. Ça n'a aucun sens aujourd'hui, ou d'acheter même un bien immeuble à l'étranger pour soigner ses enfants, alors qu'on peut se permettre ce bien de luxe. Si vous prenez une entreprise une entreprise marocaine qui est dans le secteur réel, elle a le droit d'investir à l'étranger jusqu'à 200 millions de dirhams, alors qu'elle n'a pas le droit de se payer un voyage professionnel au-delà de 500 000 dirhams. Il y a un ensemble de limites pour négocier un contrat, etc. La même chose pour les placements financiers des banques. Ils ont une liberté totale dans la limite de leur position, mais ils ont un ensemble de restrictions. Désordonné, c'est ce caractère où il n'y a pas de logique économique derrière. Et tout ça, bien sûr, on peut ajouter à ces éléments de fond présentés simplement des éléments de forme, parce que nous avons une spécificité, c'est qu'au niveau de notre marché de change, il y a une réglementation où il y a au moins 100 dispositions. Donc, c'est comme si vous rentrez dans une autoroute ou vous rentrez dans un panneau où il y a 100 indications. Donc, ça complexifie la vie pour les entreprises. Donc, ordonné, sur le plan de la forme, c'est des règles simples. Et sur le plan du fond, c'est une réglementation logique. Très bien. Réglementation logique. Et elle est du recours de quelle institution? Est-ce que c'est Banque Maghreb? Est-ce que c'est l'Office d'échange? Est-ce que le ministère des Finances? C'est qui? Qui va faire quoi? C'est-à-dire cette réglementation, comment la mettre en place? La mettre en place, la loi sur la convertibilité, elle va définir l'institution qui sera en charge d'application de cette loi sur la convertibilité. Et moi, je propose que la partie marché de change, c'est-à-dire tout ce qui est achat, vente, devises, instruments de couverture, soit confié à Banque Maghreb, définitivement, mais la supervision, ce sera faite comme on le fait aujourd'hui pour le marché de change, entre le ministère des Finances et Banque Maghreb. Très bien. Donc c'est ça et comme ça existe partout au monde, donc c'est pas dans le cadre des comités qu'ils mettent en place, etc. Un ouvrage très très intéressant sur la convertibilité du dirham, donc qui est en question, dont vous êtes l'auteur, cher Omar Bakou. Je voudrais juste finir avec vous sur une question dont on n'entend plus parler, pas beaucoup, depuis aussi cette sortie du Wali de Banque Maghreb
sur la flexibilité des changes, la flexibilité du dirham. Est-ce qu'on est prêt pour passer à une nouvelle étape? Même si, je vais citer les mots du Wali de Banque al-Maghreb, c'est Abdelatif Jouari, je le cite, j'ai toujours répété qu'il fallait des préalables pour aller encore plus loin dans cette réforme, pas bien sûr de la réforme de la flexibilité. Le Fonds monétaire international considère que nous sommes prêts, comme il nous l'a dit en novembre lors de sa mission tenue à distance. Nous avons dit que nous remplissions en effet tous les prérequis théoriques, mais que nous ne passerons à la deuxième étape que quand nous serons convaincus que nos TPME, nos toutes petites moyennes entreprises, sont prêtes. Je ne parle pas des grandes entreprises qui connaissent bien les salles de marché des banques. Notre tissu économique est composé à 90% de TPE et à 9% de moyennes entreprises. Donc, nous ne sommes pas prêts pour passer à l'étape supérieure, selon le Wali de Banque al-Maghreb. Est-ce que le FMI peut mettre pression? Pourquoi le FMI nous presse à passer à l'étape supérieure? Le FMI, sa position, elle est logique avec son institution. Pourquoi? Parce que le FMI, au début, il a été mis en place pour mettre en place un système monétaire international, c'est-à-dire les paiements internationaux qui ne font pas entrave au commerce international. C'est-à-dire que le paiement soit quelque chose de stable. Au début, il a mis en place le système de taux de change fixe multilatéral, c'est-à-dire pour que la monnaie, pour qu'il n'y ait pas de dévaluation compétitive. Parce que dévaluation, c'est comme des barrières aux importations. Par la suite, quand il y a eu l'éclatement de ce système, le FMI vous dit, si vous mettez un régime de taux de change où le taux est fixé par le marché, ça prouve que c'est le vrai taux. Mais si vous le fixez administrativement, il y a le risque que vous trichez. Et lui, il ne veut pas que tous les pays commencent à tricher parce que ça va perturber le commerce international. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez, pour commenter ce qu'on est... Je veux bien. C'est pour ça que, oui, j'ai lu une partie de la déclaration du Wali de Banque al-Maghreb qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est pour reprendre les propos du Wali de Banque al-Maghreb, c'est que plus, si on met en place un cadre plus flexible, notamment à travers le flottement, c'est qu'il y aura plus de volatilité du taux de change. On l'observe aujourd'hui. Il y a une volatilité inédite sur le marché de change. Parfois, en une journée, il y a des fluctuations d'1%. Et il y aura une possibilité de dépréciation, par exemple, ou d'appréciation du taux de change. Pour le moment, certes, le dirham s'apprécie. C'est une bonne nouvelle. Le dirham s'est déprécié cette année d'à peu près 4,5%. Donc, s'il y a un grand choc, etc., ça peut aller jusqu'à 10%, on ne sait pas. Donc, s'il y a cette dépréciation importante du taux de change, et ajouter à la volatilité, c'est un effet négatif qui va peser sur les entreprises non structurées et non capables de se couvrir contre le risque de change. Et notamment, la couverture, elle est coûteuse. Et les PME, notamment, n'ont pas les moyens de suivre ça. Ça va leur ajouter une charge plus importante, un fardeau. Donc, c'est parmi les facteurs. Mais il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en balance par rapport à cette question de flexibilité. Quels sont ces éléments-là? Ces éléments, parce que finalement, nous avons la question de la flexibilité, pour vraiment la résumer, parce que ce n'est pas un sujet aussi simple. C'est un arbitrage entre producteurs et consommateurs. Finalement, on balance. C'est-à-dire dépréciation du taux de change, c'est le consommateur parce que dépréciation du taux de change du dirham, c'est plus de dirham, donc c'est renchérissement des importations sur les prix. Plus cher et puis ça se répercute. Et dépréciation du taux de change, c'est une bonne chose pour le producteur d'une manière générale. Pour les exportations. Vous allez me dire... C'est ce qu'a fait la Turquie, non? Est-ce que le Maroc peut justement recourir aussi à déprécier sa propre monnaie, comme ce fut le cas, pour encourager ses exportations au détriment du consommateur? On ne sera plus dans le flottement, donc on sera dans un flottement dirigé, et donc ce n'est pas l'objet recherché à travers ça. Donc ça peut se faire, mais ça va trahir finalement l'objectif recherché à travers le... Donc producteur-consommateur, vous allez me dire que le producteur et le consommateur. Le problème, c'est que le producteur au Maroc n'est pas le consommateur. Oui. Ceux qui produisent et qui peuvent gagner d'une évolution du taux de change et des prix, notamment d'une dépréciation, c'est 5%, mais le reste, c'est des salaires fixes. Donc, ils regardent juste l'augmentation des prix et leur pouvoir d'achat, et notamment dans ce contexte aujourd'hui où ça touche les produits de base, etc. Donc, pour résumer, c'est ça l'équation. C'est un impact social négatif, et vu le contexte social, on ne peut pas, maintenant, dans cette conjoncture actuelle, prendre une mesure. Vous passez à la prochaine étape dans la flexibilité. Oui. De toute façon, on n'est pas prêt de libérer complètement le dirham, c'est-à-dire un flottement à 100%. On est encore dans cette
dans cette phase de 10, plus ou moins 10%. Oui, pour le moment, on est dans cette phase. On peut passer à une phase beaucoup plus importante, encore élargir la bande. Mais je pense que ça doit buter sur ces arbitrages-là. Et ces arbitrages prennent beaucoup d'importance dans un contexte actuel de crise et de contexte social un peu tendu. Très bien, absolument, et on fait bien d'en parler. Merci beaucoup à Amar Bakou, économiste spécialiste des politiques de change. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur, et vraiment, puisque nous avons beaucoup de spécialistes qui nous suivent, mais pas que, ceux qui veulent vraiment s'initier à ce sujet très important de la convertibilité du dirham en question. C'est un manifeste pour la transition d'une convertibilité désordonnée à une convertibilité ordonnée. Votre ouvrage sur cette question. Merci beaucoup. Je vous en prie, Khadija. Mais donc nous passons tout de suite à la seconde partie de questions d'actu. À tout de suite. Et nous enchaînons tout de suite avec cette seconde partie de questions d'actu que nous consacrons à l'économie circulaire. Alors qu'est-ce que c'est d'abord que l'économie circulaire avant de parler des recommandations du Conseil économique, social et environnemental, recommandations basées sur une étude, notamment sur le terrain, des recommandations qui vont surtout sur une partie de l'économie circulaire, à savoir la gestion de déchets, mais aussi l'assainissement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir le président du Centre des compétences pour le développement durable. Bonsoir Hassan Chouaouta et bienvenue. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et également sur le plateau, Drissa Issaoui, notre cher consultant et analyste économique. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, si on d'abord définissait un peu de pédagogie, on aime bien faire un peu de pédagogie dans l'émission, qu'est-ce que l'économie circulaire, Hassan Chouaouta? Est-ce que c'est que le recyclage? Parce qu'il peut y avoir amalgame, n'est-ce pas? Non, effectivement, il y a une grande confusion. D'abord, l'économie circulaire, tel que son nom l'intitule, c'est d'abord un développement économique. Donc, il va falloir assurer d'abord un développement économique et social. Sauf que pour pouvoir assurer une économie circulaire, il va falloir que ce développement économique assure ou prend en considération un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est l'utilisation de la matière première. Il va falloir de la conception de la production dans l'industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-conception, qu'on prend en considération la nécessité de réduire au maximum ou de mieux utiliser en quelque sorte la matière première. Le second, il va falloir aussi que dans le cadre de cette économie circulaire, qu'on prend en considération les changements climatiques. C'est-à-dire que le produit, quand je le mets sur le marché, il est moins émetteur en termes de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau de conception, que ce soit au niveau de son utilisation. Absolument. Le troisième, c'est au niveau de la gouvernance. Alors, la gouvernance, c'est au sens large. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes soient impliquées, gérées dans la gestion de ce produit ou dans cette économie. Il y a également tout l'arsenal juridique qui devrait accompagner en quelque sorte. Ça, c'est très important. Absolument. Si vous n'avez pas un arsenal juridique qui accompagne et qui met en place toutes les dispositions réglementaires, juridiques, techniques, normatives pour pouvoir assurer cette économie, on n'atteindra pas les objectifs. Et puis la participation. La participation, c'est aussi au sens large. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple des déchets, on ne peut pas développer ou promouvoir le recyclage des déchets sans participation des citoyens. Alors le citoyen, c'est le simple citoyen, c'est la société civile, et puis toutes les composantes de la société, que ce soit les élus, les collectivités territoriales, que ce soit au niveau communal, au niveau provincial, au niveau régional, parce que pour chaque niveau, il y a de la responsabilité. Et là, on revient avec la responsabilité, c'est conformément aux dispositions réglementaires, mais aussi par rapport aux acquis, aux objectifs qui sont tracés pour pouvoir développer ou parler d'une économie circulaire pour un secteur. Donc, ces critères sont fondamentaux pour pouvoir parler d'économie circulaire. Si je prends par exemple le secteur déchets, si je veux appliquer ce concept qui est nouveau sur le secteur déchets, ça veut dire que d'abord, pour un produit, je prends en considération ce qu'on appelle l'éco-conception dans la conception du projet, avant de le mettre sur le marché. Oui, c'est ce que vous disiez sur le premier, justement sur le process, si vous voulez, industriel. Tout à fait. Alors, pour qu'on reste vraiment sur le volet définition, Hassan Chouaouta, et plutôt en jeu à présent, Drissa Issaoui, nous sommes en plein
en pleine ère d'inflation, une inflation qui est partie pour durer. Quelle est l'importance aujourd'hui de l'économie circulaire, comme l'a si bien expliqué Hassan Chouata, dans l'utilisation des intrants, de matières premières, sachant que nous importons beaucoup de ces matières premières? Cela fait sourire Hassan Chouata. L'économie circulaire, elle fait justement sourire un certain nombre d'économistes. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'avec le sommet de Paris, quand on a commencé à s'intéresser à ce que c'est que l'environnement, ce que c'est que, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on va, etc., qu'on a commencé à poser ce problème-là. Quand on a commencé à poser le problème de l'économie circulaire, on a commencé à parler du process de fabrication du produit, d'où il vient, où est-ce qu'on va l'amener et comment on va l'amener et quels sont les textes pour le faire. Au Maroc, on a eu ce travail, un travail de fond a été fait par le ministère de l'Intérieur pendant un long moment pour ce qui est de la gestion des déchets. Comment est-ce qu'on va garder les déchets dans les dépôts, dans les décharges publiques? Est-ce qu'on va assurer un traitement de ces déchets, etc. On peut prendre des exemples. Et nous en avons à Casablanca, à Rabat aussi. Oui. On a eu une décharge publique à ciel ouvert pendant des années. Et ce n'est qu'après, justement, avoir mis en place ce dispositif qu'on a pu, justement, sortir de la difficulté qu'on avait. Alors aujourd'hui, l'économie circulaire signifie, d'abord, c'est une opportunité qui est donnée à l'économie de pouvoir se réinventer, se recycler, hein, puisqu'on est dans ce jargon d'économie circulaire. Absolument, mais c'est-à-dire l'économie circulaire veut dire qu'on donne aux acteurs économiques la possibilité de créer de l'emploi, pas nécessairement pour créer la valeur elle-même, mais pour justement l'amener. Et dans ce process-là, il y a des possibilités de création d'emplois que le système classique ne pouvait pas le faire. Et on ne pouvait même pas y réfléchir. Et d'ailleurs, votre définition, elle est adéquate parce qu'on revient au process de fabrication lui-même, on revient à la matière première, d'où elle vient, comment elle va agir et comment on va la récupérer. C'est ça le plus important. On va la récupérer. Vous avez parlé du sommet de Paris. Moi, je vais vous parler de la COP22, qui était censée signer vraiment une nouvelle ère dans notre histoire en ce qui concerne cet engagement environnemental du Maroc, avant qu'on parle de cet avis du CESE. D'abord, qu'est-ce qui a été fait depuis la COP22? Vous avez parlé tout à l'heure de recyclage des déchets. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été annoncées à travers la COP22. On a profité du fait d'accueillir cette grand-messe du climat chez nous pour lancer une multitude d'initiatives. On en est où aujourd'hui? Quel est ce bilan? Avant qu'on parle aussi du programme national de valorisation des déchets, c'est un gros dossier, le programme national des déchets ménagers, le programme d'assainissement liquide. Bref, tout cela, on en est où aujourd'hui? Et notamment après la COP22. Alors, juste Céline, que vous avez bien cité qu'il y a énormément d'initiatives. Sauf que la différence, c'est que vous pouvez avoir des milliers, voire même des millions d'initiatives. Si elles ne sont pas mises dans un cadre global. Un global, d'abord, c'est stratégique. Alors, la stratégie, c'est au niveau central, c'est le ministère. Mais il y a déjà des programmes. C'est ce que j'ai cité, le programme national de valorisation des déchets. Vous pouvez concevoir les meilleurs programmes au monde. Ces programmes, ils sont conçus au niveau ministériel, au niveau central. Après, ils sont déclinés au niveau local. La région, la commune, la province, la commune. Si aujourd'hui, nos chers élus au niveau local ne sont pas conscients, de la complexité de la chose, mais également de la nécessité de s'engager davantage, tout ce que nous concevons au niveau central, ça va être de très beaux discours et qui n'ont pas nous permettre d'atteindre les objectifs. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur l'économie, la naissance. Pourquoi on parle aujourd'hui de l'économie circulaire? Parce que tout simplement, aujourd'hui, au niveau international, nous avons un problème de matières premières. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et maintenant, avec l'inflation, ça n'aide pas. Et ça va venir. Aujourd'hui, même l'Europe ou même le Maroc, surtout les pays il y aura nordiques. Un problème de blé avec la guerre entre la Croatie et la Russie. Il y aura également d'autres, le pétrole. Il y aura également un problème de la viande. Aujourd'hui, je viens de lire ce matin qu'un des pays a déclaré faillite. Il ne peut pas
gérer, s'approvisionner des pétroles pour ses citoyens. Et ça va venir, parce qu'aujourd'hui, pas tous les Marocains peuvent se permettre de payer le litre à 15 litres. Et si à 15 dirhams le litre. Et si ça continue à grimper, donc les Marocains seront obligés de laisser leur voiture et d'avoir recours au transport en commun public. Ouais. Alors, ma foi, encore le transport, dans quelle qualité, donc là. Alors, maintenant, par rapport à ce qui a été fait, aujourd'hui, le changement climatique, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce que ça cache énormément de choses. Effectivement, il y avait de très bons engagements au niveau international, même la communauté internationale, et s'est engagée à mobiliser 100 milliards à partir de 2020 pour apporter de l'aide et de l'assistance aux pays en développement. Aujourd'hui, on est loin de l'objectif. On n'a pas pu mobiliser l'argent. Et si vous prenez par exemple rien que le Maroc. Est-ce que c'est une question d'argent? Que d'argent? Que de financement? Il n'y a pas que de l'argent, parce qu'il y a des pays, vous pouvez leur donner tout l'argent du monde, et s'ils n'ont pas de stratégie bien ficelée, qui ont toutes les chances d'être exécutés, donc ça ne va pas résoudre le problème. C'est aujourd'hui le constat pour le Maroc? Je prends juste l'exemple du changement climatique. Alors, ce qu'on appelle l'accord de Paris, est un des avantages ou des retombées très, très positifs, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une solidarité internationale, tous les pays se sont engagés dans le cadre de ce qu'on appelle la CDN. La CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national à réduire de 45%. Écoutez, pour le Maroc s'est engagé il a déposé sa contribution au niveau international, de réduire de 45% ses émissions à l'horizon de 2030. Alors, dans ces 45%, il y a pratiquement 27% qui est conditionnel, c'est-à-dire si on n'a pas de financement, on ne pourra pas l'exécuter. Et le reste, les 17%, c'est l'engagement personnel. Alors, maintenant, si je veux rentrer dans les détails, quelle est la marge de manœuvre pour le Maroc pour pouvoir réduire ses émissions? Il y a 8% de l'effort qui devrait venir de traitement des déchets. On est loin. Il y a pratiquement que le secteur énergie renouvelable qui nous donne en quelque sorte une marge de manœuvre pour pouvoir essayer de réduire. Regardez la logistique. Aujourd'hui, avec tous les efforts qui étaient déployés au niveau national, on ne peut pas réduire les gaz à effet de serre dans le secteur transport, notamment le transport des marchandises, parce que l'âge moyen des camions, c'est au-delà de 15 ans. Oui. Alors, si on veut vraiment réduire, il va falloir qu'on renouvelle tout le parc. Ça va coûter des milliards. Il va falloir qu'on mette en place toutes les plateformes logistiques qui étaient initiées dans le cadre de la stratégie. On est quand même loin parce que le taux de réalisation, on est à 13% seulement après 10 ans d'exécution de cette stratégie. Et j'en passe. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on s'arrête pour dire, écoutez, qu'on fasse un bilan, mais un bilan dans les règles de l'art. C'est ce qui a été fait par le CESE. Alors, il l'a fait pour le secteur déchets. C'est notre sujet aujourd'hui, justement. Il l'a fait pour le secteur déchets. Mais le secteur déchets, comme je vous ai dit, il représente que 7% des émissions au niveau national. Et dans l'effort pour atteindre l'objectif changement climatique, c'est 8%. Très bien. Alors, il n'y a pas que les déchets, il y a aussi cette question d'assainissement des eaux usées. Sidriss Essaoui, on contextualise, n'est-ce pas, tout ce sujet avec le stress hydrique que le Maroc traverse. Et ce n'est pas fini. On se dirige vraiment, à cause justement des changements climatiques, vers cette aridité qui est partie pour durer. Quand on parle de plan d'assainissement et de ces stratégies nationales et de programmes nationaux de gestion de cette ressource aquatique hydraulique, on en est où? Pourquoi ça reste quand même quelque chose qui est... depuis plusieurs années que ça a été lancé, ça reste embryonnaire, j'ai envie de dire. Ça reste là où c'était, sincèrement. Pourquoi? On est en train de dire que ça dépend de la volonté du gouvernement, du pouvoir central, de dire on va faire tel ou tel programme, on va le conditionner par la mobilisation de telle enveloppe, etc. Aujourd'hui, pour tout ce qui est ressources, on va dire, liquides, tout ce qui est eau, et l'eau qui est utilisée pour l'irrigation, comme vous le savez, 95%, je pense, de l'eau est utilisée dans l'agriculture. Aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer l'eau comme on voulait le faire. Aujourd'hui, on est encore
en train d'utiliser l'eau pour l'irrigation sans véritablement imprégner cet esprit d'économie, cet esprit de rationalisation. Et on ne peut pas le faire. La seule chose qu'on a pu faire, c'est le traitement tertiaire des eaux usées qui a été essayé au niveau de certaines stations et au niveau de certaines régions du pays, par exemple du côté de Guilmim, etc., où on a pu faire de la filtration de l'eau usée, de l'eau de tous les jours, pour pouvoir les récupérer pour l'irrigation. Et c'est une technique qui est importante, mais qui est coûteuse, et le Maroc ne peut pas développer tout le temps ce qu'on appelle des steppes, là où on voudrait le faire. Il ne peut pas le faire de manière indéfinie. Alors, finalement, quelle que soit l'évaluation que l'on va faire de cette politique, on sera amené à dire ce n'est pas assez. Et, il reste beaucoup à faire. Hassan, bien sûr, il vient de nous dire, par exemple, pour l'économie circulaire, ce qui a été évalué par le Conseil économique, social et environnemental ne concerne que 8% du total des émissions qui sont concernées, qui sont observées. Oui, mais quand on voit aussi, Cédric, détrompez-moi si je me trompe, le Maroc ne pollue pas tant que ça. Je veux dire, écoutez, de manière générale, nous sommes ceux qui subissent et ceux qui polluent le moins, ceux qui subissent le plus et qui polluent le moins. Donc, in fine, effectivement, on a adhéré, même si notre part de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, elle reste quand même minime. Ceci étant dit. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Parce qu'aujourd'hui, indépendamment, je dirais, des gaz à effet de serre et indépendamment de l'engagement climat du Maroc, aujourd'hui, le Maroc, on va l'assister. En mois d'août, il y aura des régions qui n'ont pas d'eau à boire. On sera obligé de couper de l'eau. Donc, indépendamment de l'économie circulaire... On n'a pas encore d'annonce officielle pour ne pas... Non. Justement, pour ne pas faire paniquer nos téléspectateurs, effectivement, les autorités travaillent sur ce dossier-là. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait des coupures pendant l'été, mais rien n'est confirmé. Je veux juste, quand même, parce que comme ça, on n'annonce pas, des choses qui ne sont pas confirmées. On a des chiffres officiels. Oui, certes, mais de là à conclure qu'il y aura effectivement coupure, pour le moment, ce n'est pas le cas. Écoutez, le mois d'août n'est pas loin, mais on va revenir. Oui, mais je parle fait, c'est tout. La dotation, ce qu'on appelle la dotation, c'est-à-dire on prend la ressource mobilisable et on la divise par le nombre d'habitants. Ça nous donne ce qu'on appelle le ratio, la dotation journalière et la dotation annuelle par habitant. Très bien. Dans les années 70 et 80, nous étions à 2700 mètres cubes par habitant. Ouais. Aujourd'hui, on est aux alentours de 600 mètres cubes. Vous voyez, on est passé de 2700 à 600 mètres cubes par habitant. Et si ça continue, aujourd'hui, la sécheresse est devenue récurrente. Mais le stress hydrique, absolument. Elle est récurrente. Elle est récurrente. Donc il y a la question des usines de dessalement d'eau de mer aussi. Effectivement, on a pris un petit peu les choses en main tardivement parce que, effectivement, les experts, ils appelaient depuis les années 90, écoutez s'il vous plaît, on ne veut pas que, on tombe dans la crise, on va essayer de dépanner, parce qu'on a vécu, nous, vous-même, Cédric, rappelez-vous qu'en 1996, on transportait de l'eau par bateau-citerne, de Jadida, jusqu'à... On ne veut pas tomber, parce que nous, nos appels, c'est pour essayer d'éviter le pire. Très bien. Et pour éviter le pire, pour revenir à ce rapport du Conseil économique, social et environnemental, pour les eaux usées. Parmi les recommandations, il y a la révision des choix stratégiques, donc privilégier l'investissement dans la mobilisation de la ressource hydrique, les barrages et le dessalement. Est-ce qu'aujourd'hui, en sachant que nous nous dirigeons vers un climat aride et non semi-aride, c'est un fait, prouvé par les scientifiques, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas revoir cette politique et mettre plus en avant des usines de dessalement d'eau de mer que des barrages? Hassan Chouaouta. Le choix, il fait. Aujourd'hui, la politique des barrages, il a fait ses preuves.
à l'ère de Feu Sa Majesté Hassan II, il a fait ses preuves, notamment dans les années 80 à 85, où les Marocains doivent se rappeler comme quoi on a vécu 52 de suite de sécheresse. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer les barrages parce que ce n'est pas la solution. Il y a moins de pluie. Il y a moins de pluie. Nous avons il faut bien remplir ces barrages. Oui, donc on n'a pas, même les barrages aujourd'hui, ils sont à peine à 45%, 50% maximum. Oui, maximum. Ça n'atteint même pas les 40%. Oui. Aujourd'hui, je pense que le choix devrait porter sur le dessalement de mer. C'est un choix qui est, on n'a pas. Le deuxième, c'est on devrait travailler avec le citoyen, c'est l'économie d'eau. C'est une aberration, par exemple, les jardins qu'on les arrose avec l'eau de robinet. Les collectivités territoriales démentent ça. Ils disent que c'est une rumeur, c'est une légende urbaine, et qu'effectivement, ils utilisaient les eaux usées. C'est l'eau de pluie. Oui. L'eau de pluie, c'est également de la ressource qui est douce. Tout à fait. Et comment? Et aujourd'hui, c'est vrai, comme vous dites, au niveau Rabat, par exemple, on arrose toute la partie de Menzer avec de l'eau usée, traitée. Mais effectivement, on ne peut pas généraliser le traitement tertiaire à tout le territoire national. Absolument. Ça, c'est qu'on découvre. Donc, le deuxième, c'est qu'il va falloir travailler avec le citoyen pour l'économie d'eau. Et le quatrième, c'est également la question de gérer le traitement des eaux. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte plus cher d'utiliser des eaux ou de l'eau épurée que de l'eau du robinet? Ben oui, bien sûr. Alors comment la rendre plus compétitive? Non, d'abord, l'eau, il faut faire du dessalement, parce que là où ça se trouve, c'est un travail de fond, c'est un travail industriel qui nécessite d'enlever, disons, le saumure ou la saumure donc de l'eau, pour en faire une eau utilisable. On va dire pas potable, on va dire utilisable. Oui, oui. Alors, pour ça, ça demande de l'argent. C'est un investissement. Cet investissement, qui c'est qui va le faire? Si c'est la communauté, si c'est l'État, ça va coûter de l'argent à la communauté. Si c'est les individus, comme ça a été le cas pour la région d'Agadir, une partie, il y a d'autres projets comme à Dakhla, comme à Casablanca, partenariat etc. public-privé. Voilà, c'est le partenariat public-privé qui permet, disons, de faire payer les investissements par les utilisateurs. C'est tout. Oui. C'est-à-dire que c'est l'agriculture. Mais est-ce qu'il a envie de payer plus cher? Il ne faut pas oublier que pourquoi on traite l'eau? Parce que si vous ne traitez pas l'eau, c'est de l'eau qui est polluée. Il va déjà vous polluer les océans. Non, la ressource déjà, les puits. Oui. Donc on est obligé, parce que nous avons un arsenal juridique qui fixe un certain nombre de seuils de rejet. C'est-à-dire, pour pouvoir rejeter dans la nature, il va falloir respecter un certain nombre de normes. Alors, pour pouvoir le faire, il va falloir passer par le traitement des eaux. Donc, c'est une obligation d'abord légale. Et la boucle est bouclée. Enfin, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur la partie gestion des déchets et ses recommandations, n'est-ce pas, de cet avis du Conseil économique, social et environnemental, qui plaide pour une stratégie nationale, encore une, visant la transition vers une économie circulaire. Est-ce qu'on n'est même pas encore en transition vers une économie circulaire? Réellement, non. Ni cadre juridique, ni... Non, le cadre juridique, il existe. Alors, c'est quoi les prérequis? Qu'est-ce qui nous manque? Les prérequis, c'est d'abord les stratégies. Il va falloir qu'on ait des stratégies. Mais on a des stratégies. Bien ficelées. Maintenant, les stratégies qui existent. Nous avons un programme national de déchets ménagers. Oui. Je prends le programme national de déchets. On s'est fixé comme objectif. Je rappelle que les objectifs qui sont étatiques. En 2007, moi je travaille depuis 1995. En 2007, nous avons fixé comme objectif valoriser 20% des déchets à l'horizon de 2020. C'est ce que je vous ai demandé. On est à 2020. Combien on recycle? Dites-nous on recycle 7 à 8%. Qu'est-ce qu'on a fait? On a maintenant ce que propose le Conseil économique et social, c'est qu'au lieu d'atteindre cet objectif en 2020, on va le pousser encore à 2030. Et puis l'année 2030, ça sera notre barre où toutes les stratégies vont par la suite être déclinées vers ce temps. Aujourd'hui, nous enfouissons, parce que vous avez parlé de l'enfouissement, 90% des déchets ménagers, je parle que des déchets ménagers, sont enfouis dans des décharges. On est loin de l'économie circulaire. Aujourd'hui, 7 millions de tonnes. Non, vous avez 8 millions. 8 millions de tonnes. Et 90 de ces 8 millions, donc 7 millions. Donc voilà. Ils sont enfouis dans des décharges. C'est ça. Maintenant, ces décharges, est-ce qu'ils sont tous contrôlés? Non. On a encore un effort à faire. Maintenant, si on veut passer, gérer ce paradigme et recycler le maximum, il va falloir quand même qu'on travaille sérieusement, qu'on responsabilise. Parce que malheureusement, un des manquements des rapports du Conseil économique et social, c'est qu'il s'est focalisé que sur les déchets ménagers.
Et aujourd'hui, c'est vrai. on le dit en tant qu'expert, Industriel. nous ne pouvons pas dissocier dans toute stratégie les déchets ménagers des déchets industriels. Industriels, Parce ouais. qu'en fin de compte, les déchets industriels au Maroc, ils se trouvent ils vont trouver leur chemin vers les décharges des déchets ménagers. Tous les chemins mènent à la même décharge. Et donc, on est en train de tourner au rond. Malheureusement, il y avait de très belles initiatives. Qui doit En prendre 2004. les rênes aujourd'hui selon Comment vous? Qui doit prendre Alors, les pour rênes? pouvoir, sincèrement, nous avons déjà un certain nombre de... Je prends le plastique parce que vous avez parlé, par exemple, de la matière première. Oui. Vous savez combien le Maroc importe, je dirais, de plastique entre matière première et vierge 1,2 million de tonnes. C'est l'équivalent de 25 milliards de dirhams. Toutes nos importations de l'agriculture Nos exportations, vous voulez dire? oui, les exportations peinent à atteindre, monsieur, vous êtes économiste, on est autour de 18 milliards de dirhams. Absolument. C'est-à-dire, ce que nous exportons en tant qu'agriculture, vous y ajoutez également une partie de la pêche, à peine, c'est l'équivalent de ce que nous apportons en plastique. Est-ce que ça, c'est une Et stratégie? nous en consommons du plastique. Hein. Ils ne sont pas un grand pays consommateur, déjà. Ouais. Maintenant, si on veut faire une économie circulaire, il y a un certain nombre d'initiatives qui étaient ciblées et qui responsabilisent l'industrie, par exemple. Aujourd'hui, au niveau international, quand vous avez ce produit, vous le mettez sur le marché, vous devez contribuer en fin de cycle de vie, à son élimination ou de valorisation. Je prends juste quel exemple. Les huiles usagées. Ouais. Personne aujourd'hui n'est conscient quand il fait le vidange. Je vous pose la question, quand vous faites le vidange, est-ce que vous posez la question où va vos huiles usagées? Vous le faites une fois à 2 fois par an. Les pneus, quand on change les pneus, on vend les pneus. Les batteries, quand on change les batteries des voitures, on vend les batteries. C'est des déchets La bouteille de importants. plastique, quand on la jette, où il va? Rien que le plastique, si on arrive à recycler, c'est un chiffre très important. Si on arrive à recycler rien que 200 000 tonnes de plastique sur un gisement de 600 000 comme déchets, c'est une économie, madame, de 4 milliards de dirhams. Vous me dites combien ça représente Absolument. du PIB. C'est pas peu, mais il va falloir, pour qu'on atteigne ces objectifs, chaque partie doit prendre ses responsabilités. Il y a la partie programmative, c'est-à-dire programmation, stratégie. La partie, ça c'est les ministères. Quel ministère? C'est tous les ministères, pas seulement. Parce qu'il ne faut pas à chaque fois qu'on le colle, s'il vous plaît, il ne faut pas C'est qu'on pour ça que colle je la pose la responsabilité au ministère de l'Environnement et de la Transition énergétique. Parce que quand on C'est ça. parle de la conception, c'est le ministère de l'Industrie. Quand on parle, gérer des déchets Les ménagers... collectivités territoriales, c'est l'intérieur. C'est pas l'intérieur. Il faut quand même qu'on change cette... Les collectivités territoriales, c'est les collectivités territoriales, ce sont les élus. C'est les communes. C'est les Oui, communes. ça dépend aussi. Il y a la wilaya aussi qui est en charge. C'est pour ça que je parle de Alors, juste l'intérieur. pour terminer, s'il vous plaît, je vous en prie. rapidement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la partie stratégique, planification, avec des objectifs faisables, réalisables. Il va falloir qu'on ne rêve pas. Vous trouvez que les recommandations du CESE sont réalisables et Ils réalistes? sont déjà depuis des années qu'on en parle. Il n'y a rien de nouveau Avec tout le pour vous. respect pour nous, il n'y a pas de nouveau. Je peux vous sortir des rapports et des rapports. Il va falloir que la valeur ajoutée soit bien sentie chez les experts. Ça, c'est très important. c'est ça. Le deuxième, c'est le cadre réglementaire. Le troisième, c'est qu'on veille à appliquer ce cadre réglementaire. Le troisième, c'est le contrôle et la surveillance. Toute industrie aujourd'hui devrait prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, je prends un exemple. Les pétroliers aujourd'hui, ils mettent sur le marché des huiles neuves. Alors les huiles neuves, c'est à partir de 40 dirhams à 150 dirhams le litre. Le litre. Si on arrive à intégrer, écoutez, si on arrive à intégrer 15 centimes par litre neuf, on pourra financer toute la filière de récupération des huiles. C'est ça le message le plus important. Il va falloir que chaque citoyen, chaque parti prenne sa responsabilité. Très bien. Une réaction d'Idriss Aissaoui, et notamment par rapport à ces recommandations-là et par rapport à cette convergence, parce qu'in fine, nous sommes sur un nouveau chemin de développement. Oui. Et c'est ce qu'il appelle, c'est de mettre l'humain au centre de toutes les Absolument, préoccupations absolument. et de converger les politiques. Alors, est-ce qu'on le sent déjà dans la convergence des politiques de notre gouvernement actuel? Je ne le pense pas, sincèrement. Pour être très honnête, j'ai l'impression qu'on est en train d'agir dans tous les sens et de ne pas responsabiliser ceux qui doivent être responsabilisés pour prendre les décisions qu'il faut. Aujourd'hui, l'environnement ne peut pas être géré de la manière dont on le fait aujourd'hui, dans la mesure où on ne dit pas telle partie doit être responsable de telle action. Tout à l'heure, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du contrôle. Qui c'est qui va appliquer le contrôle? Qui c'est qui va être
à l'origine de ce contrôle? Comment on va le faire? C'est ça la question. Et on risque de perdre, disons, des années et des années encore à végéter dans une situation inextricable, très difficile à gérer. Et malheureusement, on en est là, sincèrement. On en est là, on est dans une économie qui ne sait pas gérer ses déchets de manière intelligente. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui au niveau du citoyen, au niveau de la culture, de tous les jours, on doit le faire. Rapidement, un dernier mot sur on dit que l'économie circulaire aujourd'hui, est-ce que c'est juste un slogan? Que c'est un levier de développement durable? Oui. Mais sur le terrain. La Corée du Nord le confirme, parce qu'ils étaient les premiers. Ils étaient les premiers à mettre en place le président de gérer des pays. Il a réuni tous les experts et ils ont eu une stratégie pour pouvoir effectivement, parce qu'ils avaient une crise en 2009. Et aujourd'hui, la Corée du Nord est donnée comme exemple en termes d'économie circulaire. Vous avez également l'Éthiopie qui ont commencé que quelques années. Et avant nous, enfin après nous. Bon, on ne va pas le dire parce qu'effectivement, on ne veut pas à chaque fois comparer. Être des donneurs de leçons à d'autres pays. Donc, chaque pays, Non, au contraire, on a des leçons à apprendre d'autres pays. Il n'y a pas de mal à cela. C'est un exemple très ce que vous dites. Écoutez, madame, donc 5 ans, 6 ans, il y a 5 ans, 6 ans, on a invité nos confrères africains à visiter nos décharges parce qu'ils étaient bien conçus. Et aujourd'hui, on ne peut plus les inviter parce que nos décharges, en grande partie, sont dans des situations qui sont catastrophiques. L'exemple de Casablanca, l'exemple géré d'autres, même les décharges qui étaient contrôlées. Aujourd'hui, le lixivia, ce qu'on appelle le lixivia. C'est le liquide qui est sorti, que ce soit à Rabat, que ce soit à Agadir, c'est des milliers, des centaines de mètres cubes, des milliers de mètres cubes qui sont stockés et ils ne savent pas quoi faire avec. Tout simplement parce que dans la conception des projets, on n'a pas pris en considération gérer nos spécificités. Un avenir sombre. Hein. Mais bon, on reste quand même optimiste. Non, il faut être sur le fait qu'il y a bien sûr des forces vives dans ce pays qui veulent changer les choses. Merci en tout cas de rappeler les choses qui doivent être changées et puis des leviers peut-être à enclencher qui sont faciles à enclencher plutôt et réalisables. Merci beaucoup Hassan Chouaouta, président du Centre des compétences pour le développement durable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Cédric Essaoui, merci beaucoup aussi pour l'ensemble de vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.